RMC 13h05, c'est carrément Brunet avec vous, Éric Brunet. Et oui, on parle des résultats de l'étude PISA. Jusqu'à présent, on savait bien que l'élève français était celui qui coûtait le plus cher du monde aux contribuables. Bon, et maintenant, on sait que l'élève français, comment pourrais-je dire les choses, est le plus moyen, voilà, le plus moyen des pays de l'OCDE. RMC, 13h-14h, c'est carrément Brunet, Éric Brunet. Citoyennes, citoyens, bonjour. Élèves, anciens élèves, cette émission est pour vous. Vous le savez, les résultats de la fameuse étude PISA sont tombés. C'est quoi? C'est une étude qui compare les systèmes scolaires dans 61 pays développés du monde et dans 4 grandes villes comme Shanghai. Voilà. Et on compare les résultats d'élèves de 15 ans. Ah, c'est très intéressant. Alors, première information, mais ça vous le savez, la France n'en peut plus de dégringoler. On dégringole, voilà. Bon, mais ça on le savait déjà, c'est pas nouveau. La deuxième chose, c'est que, attention, grande information, vous allez entendre un truc incroyable. Et oui, en France, il y a, mesdames, messieurs, des bons élèves et des mauvais élèves. Je dirais même des très bons élèves et des très mauvais élèves. Ce qui pousse un certain nombre d'acteurs de l'éducation, des pédagogues, des sociologues, à nous dire depuis 24 heures que l'école républicaine est incapable, d'assurer l'égalité. Et oui, il y a même une dame, tiens, je l'ai entendue, je crois, sur BFM TV avant-hier, qui disait, quand on est d'un milieu modeste en France, j'ai calculé qu'on avait une perte de chance de réussite de 20%. Je sais pas comment elle a fait ça. Où commence le milieu modeste? Comment elle a établi ces statistiques? Dans quel quartier elle a été mesuré ça? Enfin, c'est magnifique. Ce qui est très rigolo d'ailleurs, c'est que les sociologues, il y a 20 ans, nous expliquaient que le niveau de l'école française montait, et allait continuer de monter. Ces gens, parfois, disent des choses et font des calculs qui sont extrêmement mystérieux. Et on rentre dans la victimisation. On rentre dans la logique victimaire. Ah, madame, je suis à l'école, mais franchement, j'aurais du mal à réussir parce que on a une perte de chance de 20%. Voilà. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais dans des lycées ouvriers de la banlieue de Nantes. Quand j'étais adolescent, il y a un garçon, voilà, Christophe Gomez. Il a toujours été premier de la 6e à la terminale. Il venait d'un milieu très modeste. Il faisait ses devoirs, il bossait bien, et je rêvais de lui ressembler parce qu'il était bon partout. Et bon, enfin voilà, il venait pourtant d'un milieu ouvrier, mesdames, messieurs. C'est possible. Quand on suit bien à l'école, on peut réussir, quelles que soient ses origines sociales. J'ai vu qu'à Marseille, là, on avait lancé des stages pour les parents qui avaient des enfants absentéistes. Non mais, vous imaginez le truc? Voilà, bonjour monsieur, vos enfants sont pas allés à l'école depuis 15 jours. Ah bon? Ben oui, c'est important qu'ils y aillent. Ah bon? Vous savez, s'il va à l'école régulièrement, c'est mieux pour qu'il réussisse plus tard, votre fils. Ah, vous croyez? Ben oui, on croit. Ah oui, oui, vous avez peut-être raison. Franchement, cette situation est ubuesque. J'ai la conviction, et c'est l'idée que je vais défendre aujourd'hui, mesdames, messieurs, que certains parents ne font pas le boulot minimum. Et tout le monde vous le dira, quand le projet familial, le projet éducatif familial, aussi modeste soit-il, est bien mené à la maison, après, à l'école, ça se déroule d'une façon convenable. Voilà. Et il y a beaucoup de parents, qui ont oublié ça, qui ont oublié qu'ils sont des parents. Il n'y a pas besoin, vous savez, pour être un bon parent, il n'y a pas besoin d'être dans une famille modèle. Il y a des bons parents dans les familles monoparentales, il y a des bons parents dans les familles d'immigrés, il y a des bons parents dans des familles modestes. Il suffit juste d'être un bon parent. Et un bon parent, il installe un terreau fertile favorable à la réussite scolaire. Voilà. Excusez-moi, mais aujourd'hui, je défends l'idée, mesdames, messieurs, que dans ce pays, il y a trop de parents qui ne font pas leur boulot vis-à-vis de leurs enfants. Bonjour Camille. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Et oui, on va parler du résultat de l'étude PISA qui est mauvais, très mauvais pour la France, qui perd plusieurs places et se retrouve à la 25e position. Et pour toi Eric, ce sont les parents, les premiers responsables de ces mauvais résultats, de ces mauvais chiffres. Alors vous êtes pour l'instant une majorité à être carrément pas d'accord avec toi. Vous êtes 54% à voter carrément pas d'accord sur rmc.fr. Vous avez jusqu'à 14h bien entendu pour voter aussi par SMS.
Oui, pour carrément d'accord avec toi. Non, pour carrément pas d'accord au 6 10 71. Ah, j'avais oublié de vous raconter le parent d'élève. J'ai vu ça il y a 2-3 ans à l'école publique. J'allais chercher ma fille en maternelle, le parent d'élève qui avait failli gifler, qui s'en était pris physiquement assez durement à la maîtresse parce que son fils avait perdu un bouton de sa chemise à la récré. Et il avait dit, je vais pas passer ma vie à recoudre ces boutons, madame, vous avez intérêt à vous en occuper. Franchement, il y a des parents qui sont complètement à côté de la réalité, qui sont très inquiétants sur tous les plans. Voilà. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet. RMC, 13h-14h. Ce qui frappe à la lecture de cette étude, c'est que la France est désormais championne absolue dans un domaine, le creusement des inégalités. Nous devons tous nous unir autour de nos enfants. C'est Carrément Brunet. Ainsi, le lien entre les performances scolaires et l'origine socio-économique des élèves est plus marqué qu'ailleurs. On est dans une société qui fabrique de plus en plus d'inégalités et l'école, autant elle a des choses à faire, autant elle n'y arrivera pas toute seule. Les parents se déchargent de leurs tâches, de leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants vers l'école. C'est ça le problème numéro 1. Éric Brunet. Voilà, les résultats de l'étude PISA sont tombés. Et alors, dans une espèce d'élan de masochisme national magnifique, voilà, tout le monde dit « Ah, l'école de la République est une usine à fabriquer des inégalités. » C'est hallucinant, hein. On n'est pas en Angleterre, là, on n'est pas dans un collège anglais en uniforme. On parle de l'école de la République française, hein, au passage d'ailleurs avec 70% d'enseignants qui sont plutôt des gens qui ont le cœur à gauche. Mais non, alors, ce qu'il est vraiment les faits kiffés, les enseignants, hein, les néopédagogues, les ministres qui succèdent rue de Grenelle, c'est vraiment creuser les inégalités. Enfin, franchement, tout ça est absurde. Arrêtons le masochisme national. S'il y a des très bons élèves et de très mauvais élèves, il y a peut-être des raisons extérieures, exogènes, qui ne sont pas liées à la machine éducation nationale elle-même. Quand même, il faut arrêter de la pointer du doigt. Elle a plein de défauts, elle coûte trop cher, elle n'est pas performante, la machine éducation nationale. Mais maintenant, l'accuser de fabriquer des inégalités me semble débile. Et si, c'est mon projet aujourd'hui, hein, mesdames, messieurs, et si on regardait du côté des parents? Parce que moi, j'aimerais bien qu'une fois de temps en temps, on s'interroge sur nous, sur vous, sur tout le monde. Nous, parents, on n'est pas exemplaires, moi le premier, hein. Et si, simplement, certains d'entre nous n'arrivaient pas simplement à amener à l'école un élève dans des conditions convenables, un enfant dans des conditions convenables. Je parle d'ailleurs de l'amener physiquement, pour certains, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des taux d'absentéisme dans certains coins de France qui sont confondants, et tout simplement de l'amener au sens philosophique. Un enfant qui arrive à l'école, eh bien, il doit être un enfant qui a été éduqué au sens minimal du terme. Voilà. Et j'ai l'impression que parfois, il y en a qui n'ont même pas eu à la maison les fondements, la base, quoi. Hein. Et là, ça pose problème par la suite. Comment voulez-vous qu'un gamin qui n'a pas eu les rudiments d'un projet éducatif à la maison, un parent, un papa, une maman qui a fait le boulot, dans une famille monoparentale, peu importe, le papa ou que la maman, mais comment voulez-vous que le gamin réussisse à l'école? Voilà. Je suis un peu survolté aujourd'hui. Excusez-moi. Jonathan. Bonjour, Jonathan. Oui, bonjour, monsieur Brunet. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Vous m'appelez de Gironde et vous avez 29 ans, Jonathan. Tout à fait. Alors, excusez-moi, mais je faisais des bonds dans ma voiture quand je vous entendais parler aux grandes gueules tout à l'heure. Pourquoi? Mais parce que quand vous dites aujourd'hui que excusez-moi, je vais prendre ces mots-là, mais qu'un pauvre et un riche peuvent réussir de la même façon, je suis pas d'accord. Parce que vous parlez beaucoup du collège, mais parlez surtout du secondaire. Aujourd'hui, un pauvre qui veut faire une école de commerce, payer 50 000 euros, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il peut pas payer 50 000 euros, il peut pas payer d'appartement, il peut pas payer ses stages à l'étranger. Donc, excusez-moi de dire, mais un pauvre ne peut pas réussir autant qu'un riche. Un riche aura plus de facilité. Mais c'est quoi? Mais c'est qui un pauvre d'abord? Un pauvre, tout le monde est pauvre à 20 ans. Tout le monde est pauvre. Mais par rapport aux parents, je parle par rapport à une classe socio-professionnelle. Vous aujourd'hui, mais pourquoi il peut pas réussir? Enfin, il y a des centaines et des centaines de formations qui sont totalement, on va dire partiellement gratuites, parce qu'après il y a les frais d'inscription, etc. Mais oui, alors peut-être qu'il peut pas aller à Harvard. Voilà, enfin, il y a vous prenez une école de commerce privée chère. Bon, prenez pas une école de commerce privée chère. Prenez le cursus de la scolarité française qui est entre parenthèses gratuit.
responsabilité, monsieur Brunet. Il ne pourra jamais avoir un poste à responsabilité. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, on demande minimum un bac plus 5, on demande minimum une école de commerce. Je peux vous en parler, je suis sorti de mon école de commerce, j'avais 24 ans. Mais qu'est-ce que vous racontez? L'école et les grandes écoles publiques françaises sont pas coûteuses. Enfin. Alors, laquelle, dites-moi? 500, donnez-moi un nom. J'en sais rien, moi, quand on fait, tiens, prenons une des plus prestigieuses, Normal Sup, je suis pas convaincu. Alors, il doit y avoir des frais d'inscription. Il vous avez trouvé plein de petits contre-exemples, mais c'est pas comme une université américaine, britannique ou allemande. Il y a pas des frais de scolarité de 35 000 € pour l'année, quoi. Moi, je vous parle du niveau scolaire français, Moi, j'ai fait un IUT de journalisme. J'ai fait un IUT de journalisme à Tours. C'était à l'époque. Aujourd'hui, enfin, les IUT de journalisme de Tours, aujourd'hui, il existe toujours. Il n'y a pas besoin de 30 000 € pour le faire. Je suis d'accord avec vous, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui sort de votre IUT de journalisme aujourd'hui avec un bac plus 2, il pourra jamais être à l'antenne aujourd'hui d'RMC. Vous avez raison, vous savez ce que j'ai fait après? J'ai fait une licence maîtrise 3e cycle dans une université à Paris 2, avec les frais de scolarité payés. Cette université existe toujours, et un type peut faire exactement le même cursus que moi, avoir un bac plus 5 et faire le même boulot que moi. Et exactement. Qui c'est qui a payé votre appartement à Paris? Alors je vais vous raconter ma vie. J'ai fait un petit emprunt à la BNP à l'époque pour dire je voudrais financer mes études supérieures de 50 000 francs à l'époque que j'ai remboursé dès que j'ai eu mon premier emploi au début des années 90 à France 3 Bretagne. Voilà, donc je l'ai remboursé peu à peu. Je me suis débrouillé. J'avais une situation tout à fait enviable. Mes parents n'étaient pas dans la misère. Je vous dis pas que je suis le fruit de. Mais enfin, je me suis débrouillé un peu tout seul et surtout. Aujourd'hui, je n'accepte pas l'idée qu'on puisse dire que pour faire des études même supérieures, Jonathan, il faut être riche. C'est pas vrai. Eh bien, je vous le dis, je suis dans le cas. Moi, j'ai fait mon école de commerce, j'avais 24 ans, j'ai dû faire un prêt de 50 000 €, un prêt étudiant que j'ai remboursé à la fin de mes études. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle avec un prêt immobilier, avec un prêt étudiant, pardon. Donc, aujourd'hui, il faut pas croire que on vient d'une classe socio-professionnelle inférieure, qu'on peut réussir autant qu'une classe socio-professionnelle supérieure. Non mais Jonathan, il y a un truc avec lequel je suis d'accord. On n'est pas à égalité. C'est vrai. Mais cette inégalité, elle est liée à la vie. Je disais tout à l'heure, c'était un peu une boutade, que le jour où j'ai eu en CE1 des lunettes, moi aussi j'ai eu une perte de chance parce que vous savez, les enfants sont souvent cruels et dans ma classe, tout le monde se moquait de moi. Vous savez, il a des lunettes, etc. Quatre yeux, bon, voilà. Et je disais sur l'air, enfin c'était ironique, je disais, moi aussi j'ai eu une perte de chance de 7,4% parce que j'ai été la risée de mes camarades et que ça m'a traumatisé pendant 2 années de suite. Si on veut rentrer là-dedans, bien sûr, un gamin qui est issu de l'immigration, dont les parents, par exemple, allons au max, ne parlent pas du tout le français. Bon, et dont les parents n'ont jamais fait d'études en plus, voilà, et qui est peut-être dans une famille monoparentale, voilà, et dont les parents, qui n'a pas de bureau et qui peut pas travailler le soir à la maison. Donc lui, oui, mais bien sûr qu'il y a une perte de chance. Et pourtant, Jonathan, je continue à dire que c'est des choses contre lesquelles on peut lutter parce qu'avec un parent dans ce contexte-là qui dit c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais te trouver un espace pour que tu puisses travailler, etc. Dans ce cas-là, on peut même y arriver parce que l'école de la République française, elle a au moins ça, c'est que je la trouve quand même globalement égalitaire et elle permet à ce gamin-là, elle peut lui permettre, comme moi je l'ai vu dans ma banlieue nantaise il y a 25 ans, elle peut lui permettre de s'en sortir, Jonathan. Je suis pas d'accord quand vous dites que on peut pas s'en sortir quand on vient d'un milieu modeste. Pour conclure, je suis pas d'accord parce que pour moi, ce que vous représentez, c'est plutôt le monde des bisounours. Aujourd'hui, regardez les offres d'emploi aujourd'hui. Ils demandent tous bac plus 5 avec minimum école de commerce. Mais c'est pas vrai. On cherche 9000 bouchers. On cherche 9000 bouchers. Personne ne veut de bac plus 5. On cherche 9000 bouchers. Et les bouchers qui vont rentrer dans la boucherie aujourd'hui, dans 5 ans, ils gagneront peut-être mieux leur vie que vous et moi. Et il y a besoin d'avoir fait un CAP de boucherie et d'avoir été un bon apprenti, c'est tout. Dites pas que la société a besoin que de bac plus 5, c'est pas vrai. Ouais. Merci en tout cas, monsieur Brunet. Bonne journée à vous, Jonathan. Au revoir. Jonathan, 29 ans, de Gironde. Pardon, je suis un peu survolté. Sofiane m'appelle du Nord où il est étudiant, il a 27 ans. Tiens, ça m'intéresserait d'avoir le ressenti de Sofiane, justement, qui est étudiant. Bonjour, Sofiane. Oui, bonjour, Eric Brunet. Comment allez-vous? Eh ben, pleine forme, et vous? Ça va, je vous remercie. J'étais dans le Pas-de-Calais, on a fait notre émission près d'Arras lundi. Ah, et moi je suis précisément à Lille. Ah, vous êtes à Lille.
pas tout à fait à côté. Juste pour apporter une rectification, je suis pas étudiant, mais élève avocat à l'école de formation des barreaux. D'accord. Voilà. Alors, j'ai apporté une écoute attentive à l'intervention du précédent auditeur, Jonathan, je crois. Oui. Et je dois bien dire que je suis absolument pas d'accord avec lui. Alors c'est vrai, peut-être il y a des écoles de commerce qui coûtent assez cher, peut-être, mais moi je dirais que quand même, je vous rejoins là-dessus. Le devoir des parents, le rôle des parents, un rôle important dans la réussite des enfants. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Mon père, ouvrier retraité dans le bâtiment, ma mère, mère au foyer, avec 8 enfants à charge. Et en plus de ça, dans une cité très difficile de Lille, j'indique au passage que je suis également juriste. Là, je suis rentré en 2012 à l'école de formation des barreaux pour aspirer à exercer la profession d'avocat pénaliste. Je vais prêter serment dans quelques mois. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que c'est parce que je suis issu d'un milieu défavorisé que je suis forcément destiné à l'échec. Ouais, alors très intéressant, Sofiane. Qu'est-ce qui, selon vous, a été un facteur d'épanouissement dans, justement, on est au cœur de notre débat aujourd'hui. J'adore votre intervention. Qu'est-ce qui a été épanouissant et qui vous a permis du cours préparatoire à la terminale? C'est des parents. Tout d'abord, juste pour rappeler mon parcours, je suis persuadé que tous les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être en fac de droit, en master 1 ou master 2, ont un peu le parcours similaire avec moi. Tout d'abord, je suis en terminale ES, terminale économique et sociale. J'étais en seconde, je suis passé en première, j'arrive en terminale ES. J'ai plutôt des résultats, on va dire, plutôt satisfaisants, moyens, entre 11 et 12. Mais en revanche, j'ai quelque chose qui est quand même très fort. Et pour moi, ce sont mes meilleurs professeurs, c'est les parents, c'est le suivi. C'est-à-dire, on prend rendez-vous avec les professeurs tous les mois, même si on ne sait pas très bien parler français, on peut quand même assez communiquer. Et c'est aussi un facteur encourageant, le suivi des parents, les parents qui comptent sur nous, qui vous poussent derrière. On n'a pas forcément besoin d'avoir un père qui est ingénieur ou médecin. Et, alors, effectivement, l'environnement familial, le milieu où l'on vit, l'origine sociale, ça peut être un certain facteur. Mais pour moi, ça, c'est quand même c'est ce qui anime aujourd'hui le jeune qui est issu d'un milieu social défavorisé, d'un milieu social plutôt pas très favorisant à dire, ou d'origine maghrébine. Et qui malheureusement dans notre grande majorité à nous, il faut le reconnaître. Je vais vous dire une chose, Sofiane. Je vais vous dire une chose. Au vu de ce que vous venez de me dire, moi je vous réponds que vous venez d'un milieu social favorisé. Vous avez eu la faveur extraordinaire d'avoir des parents qui ont fait, avec leurs possibilités à eux, de faire un vrai suivi pédagogique. Vous venez de me dire, ils parlaient pas toujours très bien français, mais ils allaient voir les enseignants, ils se renseignaient, on échangeait à la maison, il y avait un suivi, on m'interrogeait régulièrement, on exigeait de moi certains résultats, etc. Et ils ont fait juste du suivi. Vous venez, Sofiane, d'un milieu familial favorisé. Je vous l'annonce. Ah oui, effectivement. Non mais vous voyez, selon mes critères, vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Bien sûr, selon vos critères, effectivement, c'est vrai. Bon, après, il y a aussi un facteur qui, pour moi aussi, est essentiel et qui peut peut-être expliquer pourquoi est-ce que nous, quand je dis nous, les jeunes d'origine maghrébine ou d'origine sociale, je parle sur le plan des revenus, sur le plan de la profession qu'exercent les parents, parce que quand j'ai un camarade qui s'appelle Thomas Garrett et qui peut-être m'écoute aujourd'hui, et qui est également aujourd'hui l'un de mes camarades aujourd'hui à l'UFB des barreaux que je salue au passage. À Lille. Et à Lille également, oui, donc que je salue au passage d'ailleurs, qui nous écoute, et qui est peut-être son père est professeur de droit et sa mère est chirurgien dentiste. Ouais. Moi, oui, avec votre papa maçon. Et j'ai même envie de dire que parfois, j'ai même des résultats un peu plus supérieurs à lui. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un moment donné, il faut vouloir réussir, il faut se donner les moyens, il faut croire en soi, et puis il faut y aller, il faut arrêter de se plaindre à chaque fois. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très triste et qui, pour moi, il y a un lien de corrélation. C'est tous ces jeunes qui sont soumis à une certaine délinquance. Pour quelles raisons? J'en reviens à ce que vous disiez. Le rôle des parents, le devoir des parents, un bon parent, c'est quelqu'un qui suit ses enfants, c'est quelqu'un qui fait attention à ses fréquentations, et pour moi, franchement, très honnêtement, pour moi, c'est un rôle très important. Et moi, en tout cas, tous ceux qui sont aujourd'hui, qui occupent des professions assez aisées, que ce soit médecin, professeur, ingénieur,
Et entre autres, j'ai un frère qui est ingénieur en génie civil. Sofiane, vous savez, je vous écoute, et j'adore votre témoignage, parce qu'il me touche énormément, et je suis en train de me dire que finalement, un milieu favorisé, c'est un milieu où il y a simplement des parents qui font ce que vos parents ont fait, même si votre papa était maçon. Et je crois même pouvoir aller jusqu'à dire, soyons fous, que dans le 16e Nord, la 16e arrondissement de Paris, que tout le monde connaît, qui est le quartier riche par essence, eh bien, je pense qu'il y a aussi des parents riches qui sont des familles défavorisées, ou des enfants défavorisés qui sont des enfants de parents riches, parce qu'il suffit qu'un parent ne prête pas attention à ses enfants, et pour que finalement le milieu devienne un milieu défavorisant pour le petit qui va à l'école et qui reproduit les mêmes conneries que dans un autre milieu social où il y a moins de fric. Finalement, des parents, des milieux défavorisés, il y en a aussi, paradoxalement, chez les riches. Merci beaucoup, Sofiane, de cet appel. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, Sofiane, qui est donc, pour résumer, élève avocat et qui sera très bientôt, Camille, avocat à Lille. Et franchement, joli témoignage. Je remercie. Un petit t-shirt peut-être pour Sofiane. Tiens, on lui a envoyé un t-shirt. On lui met quoi? Je suis carrément d'accord. Carrément d'accord pour une fois. Carrément d'accord avec Brunet. Voilà. C'est Sylvain et Ahmed qui sont au standard quand vous les appelez au 32-16, et je les remercie d'ailleurs de m'avoir passé Sofiane il y a quelques instants, parce que je trouve qu'il a beaucoup apporté à notre échange. Voilà. Pour toi, Eric, les parents sont les premiers responsables des mauvais résultats du classement PISA. Vous continuez de voter sur rmc.fr. La tendance est inversée. Vous êtes maintenant 51% à être carrément d'accord avec Eric. C'est très serré. Alors attendez. Donc, que vous soyez à la maison, au bureau, je sais pas où, vous allez sur votre ordinateur, rmc.fr. Soit vous êtes d'accord avec moi et vous dites, bon, les parents ont un rôle fondamental dans la réussite scolaire et donc dans l'échec scolaire qu'on évoque aujourd'hui. Ou alors vous continuez à penser, comme le premier auditeur Jonathan, que finalement il y a des vraies différences sociales fondamentales qui sont reproduites par l'école, et vous votez carrément pas d'accord. C'est intéressant que vous votiez maintenant, parce que comme Camille vous l'a dit à l'instant, il y a quasiment un 50-50. Voilà, rmc.fr, vous votez, c'est gratuit, mesdames, messieurs. Et tout de suite, on joue. Le grand Noël RMC avec Ubaldi.com. Dans cette émission, je vous fais gagner des télé LED Full HD 117 cm, des ordinateurs portables, des consoles de jeux, des tablettes tactiles, des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD portables. Pour vous inscrire, vous envoyez Noël par SMS au 732-16 ou bien par téléphone. Vous faites le 32-16, touche 6. 3 d'entre vous seront tirés au sort et gagneront juste avant les infos de 14h. RMC, carrément Brunet. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h-14h, c'est carrément Brunet. Éric Brunet. On commente les résultats de la fameuse étude PISA. On a tout simplement comparé dans le monde entier 61 pays développés et 4 grandes villes comme Macao ou Shanghai. On a comparé les résultats d'élèves de 15 ans. La France dégringole un peu, la France est en milieu de tableau. Et ce qui semble particulièrement saillant chez nous, c'est qu'il y a une différence qui s'accentue entre les bons, les très bons élèves et les mauvais, les très mauvais élèves. Bon, et sur cette base-là, j'ai trouvé, autant vous dire la vérité, c'est ce que je dis d'ailleurs, j'ai trouvé un peu facile que tout le monde dise depuis 24 heures, l'école de la République, et c'est une mécanique qui accentue les différences, quoi, les inégalités. Alors ça, on adore parler d'inégalités en France, il faut les corriger. Quelqu'un a établi qu'on avait, quand on venait d'un milieu modeste, on avait une perte de chance, c'est un peu le langage du monde de l'assurance. Ça c'est terrible. C'est le langage du monde de l'assurance. J'ai une perte de chance de 20% quand je viens d'un milieu modeste. Faut arrêter, quoi. L'école ne peut pas tout. L'école ne peut pas tout corriger. Et quand il y a des parents qui ne foutent rien dans leur projet pédagogique pour plein de raisons multiples, mais pas toutes forcément excusables, eh bien l'école ne peut pas forcément corriger cela. Voilà, c'est ma conviction. Et c'est assez serré. On est à 50-50 dans les votes pratiquement. Voilà. Alors, je vais prendre. Là, j'ai un débat très intéressant. Je salue d'ailleurs mes invités qui sont au téléphone. En premier lieu, Nathalie Mons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes spécialiste des politiques scolaires. Vous avez d'ailleurs remis à l'automne dernier, en octobre dernier, c'est tout récent, le rapport sur la réforme de l'école au président de la République François Hollande. Et avec nous également Éric Ciotti. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes, délégué général aux fédérations et secrétaire national de l'UMP. Voilà. Et alors on va parler quand même de la loi Ciotti, que j'aimais bien. Pardon, c'est terrible de dire ça parce qu'on va dire ouais, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on l'a contesté, votre loi? Elle a été abrogée en octobre 2012. C'était une loi sur l'absentéisme scolaire qui permettait la suspension des allocations familiales en cas d'absence répétée d'un élève. On l'a vu, en fait, elle est arrivée à Éric Ciotti. Je me souviens, il y avait 32 000 familles des parents d'élèves ultra absentéistes qui étaient dans le viseur. Et au final, j'ai regardé, il y a eu que 0,5% de ces familles qui avaient eu une suspension des allocations. Donc c'était pas non plus un truc facho où tout le monde était systématiquement dépossédé des allocations familiales. Et surtout, on avait, grâce à cette loi, permis à 90% des élèves absentéistes de retourner vers le chemin de l'école. Et c'était l'objectif. Et d'ailleurs, les socialistes, avec la mauvaise foi qui les caractérise, ont estimé que cette loi ne marchait pas parce qu'il y avait finalement trop peu de suspension d'allocations familiales. Et les mêmes à l'Assemblée nationale disaient que c'était une mesure stigmatisante. Or, la suspension des allocations familiales était au cœur d'un dispositif, d'un équilibre entre droits et devoirs. Parce que les familles ont des droits, bien entendu, les citoyens ont des droits dans notre République. Mais n'oublions jamais qu'en face, il doit s'afficher des devoirs. Chaque citoyen a des devoirs. Et quand on est responsable, quand on est détenteur de l'autorité parentale, il y a des droits, mais il doit y avoir aussi des devoirs. Éric Ciotti, Éric Ciotti, votre regard de parlementaire sur cette étude PISA et en particulier sur les commentaires qu'on entend depuis 24 heures, beaucoup de gens qui nous disent finalement cette école française, je trouve ça un peu masochiste, moi je sais pas quelle est votre opinion, cette école française finalement elle reproduit les inégalités et pour la première fois depuis longtemps j'ai envie de la défendre parce que on peut lui reprocher beaucoup de choses, d'être une école de l'inégalité avec des profs qui viennent le matin en disant ouais chouette je vais reproduire les inégalités sociales, ça me paraît quand même un peu... Je crois que cette analyse est en effet un peu courte. Il y a une conjonction de facteurs qui explique ces mauvais résultats. Et voilà, quelle est la situation? Jamais nous n'avons autant donné de moyens budgétaires et financiers à l'éducation nationale. Il faut savoir qu'en France, pour à peu près le même nombre d'élèves, l'éducation nationale coûte 30 milliards d'euros de plus qu'au budget allemand. Il n'y a jamais eu autant d'enseignants en France qu'aujourd'hui. Et les résultats sont toujours aussi mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'il y a cette forme d'idéologisme qui gangrène l'éducation nationale. Je le dis, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut arrêter avec ce pédagogisme qui prône l'expression individuelle de chaque élève. Il faut apprendre d'abord à lire, à écrire, à compter. Il faut revenir à la rigueur, à la discipline de nos anciens maîtres, de ces hussards noirs de la République. Il faut tourner le dos à ce collège unique qui met tout le monde dans le même moule, qui considère que tous les élèves doivent être égaux. Alors maintenant, on nous dit qu'il y a des disparités qui se créent, alors que le modèle plaide pour l'égalitarisme. C'est ça l'erreur majeure. Les élèves sont différents, et je crois que au lieu de se perdre dans des disciplines qui ne servent à rien, il faut bien le dire aujourd'hui, eh bien, il faut apprendre plus de français, plus de mathématiques, lire, écrire, compter. Il faut réapprendre l'histoire. Il faut aussi qu'il y ait plus de discipline dans l'école de la République. On voit que dans cette étude PISA, la France est très mal classée en matière de discipline. C'est fou. Si on était un peu des contribuables, un peu plus anglo-saxons, pardon de parler de contribuables et pas de citoyens, on pourrait se dire quand même, pour un sou donné, on n'a pas de résultat. L'élève français est celui, quand on le ramène au quotient des habitants de notre pays, est celui qui coûte le plus cher aux contribuables, pratiquement du monde. Et les Allemands et les Anglais, à qui ça coûte moins cher, sont mieux classés que nous dans l'étude PISA. Franchement. Il faut noter aussi, parce que moi je ne veux pas stigmatiser les enseignants. Je dénonce un système très largement idéologique. Les enseignants sont payés 20% de moins qu'en Allemagne aussi. C'est un vrai problème. Il faudrait mieux payer les enseignants, mieux les former, recentrer l'école sur les fondamentaux, que les élèves travaillent plus aussi. Il faut arrêter avec ces théories fumeuses qu'on nous bassine
comme avec le débat sur les rythmes scolaires, où on va faire du dessin, de la danse aux enfants l'après-midi, au lieu de leur enseigner les fondamentaux. Voilà, le cours de tri sélectif. Le cours de tri sélectif. Il faut revenir au bon sens. Il faut que les parents soient mieux responsabilisés, qu'ils soient aussi sanctionnés s'ils n'assument pas leurs devoirs, comme je l'ai fait dans cette loi qui a été supprimée. Je note, vous le disiez tout à l'heure, cette loi a été supprimée, elle n'a été remplacée par rien. Il n'y a plus de dispositif contre l'absentéisme scolaire. Donc, il y a des stages à Marseille. J'ai raconté tout à l'heure qu'il y avait des stages à Marseille où on reçoit les parents, on leur dit c'est pas bien, votre fille n'est pas venue à l'école depuis 8 jours. Ah oui, si vous voulez qu'elle fasse des études, qu'elle réussisse dans la vie, il faudrait que vous soyez plus vigilants. Ah bon, d'accord. Et donc on conscientise les parents, mais c'est quand même assez grave qu'on en arrive là. Restez avec nous si vous voulez bien, monsieur le député. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on passe le micro tout de suite à Nathalie Mons. Bonjour Nathalie Mons. Bonjour. C'est la première fois que vous êtes dans Carrément Brunet, hein? Je dis pas de bêtises, vous êtes jamais venu au téléphone. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième. J'ai le plaisir d'entendre tout type de propos. Ouais, formidable. Alors donc, je rappelle, vous êtes professeur de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise. Juste un truc pour vous taquiner. Il y a à peu près 20 ans, il y avait un certain nombre de sociologues qui disaient que le niveau montait. Roger Estabet et Christian Baudelot avaient même publié un bouquin qui s'appelait Le niveau monte aux éditions du Seuil, en expliquant que le niveau, il me semble, de l'école française allait plutôt monter. On allait s'inscrire dans une spirale, donc de l'ascension. C'est pas le cas, hein? C'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire le niveau monte par rapport à quelles exigences. Évidemment, si on reprend les exigences du 19e siècle, qui étaient de faire la dictée, à l'époque, tous les jours on faisait des dictées, on va se rendre compte que, évidemment, par rapport strictement à un niveau d'orthographe, ça baisse. Si on considère aujourd'hui qu'un jeune, il doit savoir non seulement de l'orthographe, mais également se débrouiller en termes de nouvelles technologies, d'expression orale, vous allez voir que le niveau est tout à fait différent. Voilà. Vous voyez, c'était au 19e siècle, ils n'étaient pas très bons sur les logiciels. Puis vous savez, une école d'or qui n'a jamais existé au 19e siècle, il y avait beaucoup de ségrégation scolaire et il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient pas du tout le niveau qu'on... oui, mais ne parlons pas du 19e siècle. Qui n'allaient pas au collège. Ne parlons pas du 19e siècle. Parlons d'un truc qui est à peu près comparable, parce qu'au 19e, c'est vrai, Nathalie Mons, on n'est pas dans la même logique. Mais aujourd'hui, on peut considérer que on n'est plus un exemple, quoi. C'est vrai que l'empereur du Japon en 1913 avait dit à son ministre de l'instruction publique « Fais comme les Français, c'est les meilleurs ». Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le monde asiatique qui est dans les classements. C'est Shanghai en premier, Singapour en deuxième, Hong Kong, Taipei, la Corée en cinquième, Macao en sixième, le Japon en septième et le Liechtenstein en huitième dans les comparaisons du niveau des élèves de 15 ans. Mais la question, c'est, Nathalie Mons, aujourd'hui, est-ce qu'on a raison de dire c'est de la faute de l'école, elle reproduit les inégalités? Oui, je crois que c'est quand même un des grands résultats de cette enquête de PISA. C'est de montrer que les inégalités se sont renforcées durant les 10 dernières années. Donc ça questionne quand même ce que vous dites en termes de participation des parents. C'est-à-dire que l'école a vraiment été responsable parce qu'il y a eu toute une série, si vous voulez, de réformes durant les 10 dernières années qui ont rendu cette école tout à fait inégalitaire. D'accord. Qui a été détruit, les suppressions de postes, des enseignants qui n'étaient plus formés, un choix de l'école qui entraînait de plus en plus de compétitions. Non mais Nathalie Mons, les enseignants, les programmes qui étaient différents, selon les établissements, avec des classes d'excellence dans les bons collèges, dans les bons lycées, et puis une offre scolaire qui est très limitée. Tout ça a entraîné une très forte inégalité sociale. Donc la baisse, vous pouvez dire en tant que chercheur que tout ça, toute cette baisse, c'est à cause des politiques qui ont été conduites les 10 dernières années, en particulier par la droite, quoi. Tout ça, c'est la résultante. C'est-à-dire, vous parlez des profs qui n'ont pas été formés, mais il restait quand même c'est des profs à hauteur de 95% qui étaient ceux d'avant. Donc on peut imaginer qu'ils auraient pu permettre de continuer la grande ascendance de l'école française. Or non, elle se casse la figure. Pour vous, c'est simplement c'est la faute. On est sur un système qui est élitiste et qui est très très fortement inégalitaire. Mais PISA, ça me montre depuis le début que c'est une école inégalitaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue
encore plus inégalitaire. Mais est-ce que c'est pas la sociologie française Est-ce que c'est pas la sociologie française d'une manière plus générale? La France qui est une terre d'émigration, contrairement d'ailleurs à la plupart des nations européennes, qui est une terre d'immigration, contrairement à la plupart des nations européennes, qui donc est une machine à intégrer une remarquable mécanique, même si parfois il y a des petits problèmes, on le voit à la télévision. Hein, mais est-ce que finalement c'est pas lié à la sociologie française, à la complexité aucunement lié à la sociologie française, en ce sens où le fait d'avoir une population immigrée n'est pas du tout associé aux résultats. C'est pas parce que vous avez une population immigrée importante dans votre pays quand elle parle pas là, quand elle parle pas français, par exemple. Par exemple, diminuer. Ça, c'est une idée reçue, tout à fait fausse. C'est-à-dire que si vous regardez certains pays anglo-saxons qui ont vraiment la capacité à développer un système intégrateur, vous allez vous rendre compte que dans ces pays-là, il y a très peu de différences. Oui, mais l'école n'est pas vécue pareil, par exemple. À Birmingham. Il y a très peu de différences. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, je vous écoute. Parce que je suis avec vous. Il y a très peu de différences, donc, dans ces pays nordiques et dans ces pays anglo-saxons, entre les résultats des élèves qui sont issus, on va dire, du pays en général, et puis ces populations immigrées. Mais regardez à Birmingham, attendez, mais c'est un débat. À Birmingham, ils ont ouvert, les Britanniques, vous allez être très court, une école pour intégrer les Roms, 900 élèves Roms à Birmingham, mais ils ont un projet pédagogique dédié qui est différent de l'école britannique en général, avec une concentration des apprentissages sur quoi? Sur le français, parce que ces migrants parlaient, l'anglais, parce que ces migrants parlaient mal la langue du pays, etc., avec un projet pédagogique particulier, et ils sont parvenus, à sédentariser les Roms, je crois que c'est à Birmingham, et deux, à les inclure dans un projet pédagogique à long terme, et à en faire des ingénieurs, etc. Mais c'est parce que l'école britannique s'est adaptée, et qu'elle a fait une école spécialisée pour ces populations migrantes. C'est intéressant comme approche. Or, en France, il n'y a pas ça. C'est l'école pour tous, etc. Et j'ai envie de vous dire que... n'est pas un exemple, en termes de résultats et d'intégration. Non, je parle juste de ce petit projet. Projet-là. Justement, c'est pas du tout ce qui est mis en avant dans les autres pays, justement. C'est plutôt la capacité à intégrer dans des écoles ordinaires, c'est-à-dire des écoles normales, à travers des dispositifs qui sont particuliers pour ces élèves qui sont issus de l'immigration. Donc l'idée, c'est pas de les séparer, c'est pas de les mettre dans un autre établissement, parce qu'autrement je vois pas trop comment ils pourraient très facilement apprendre les langues en étant juste entre gens qui parlent des langues étrangères. Donc l'idée, c'est bien de les prendre en charge, de leur donner davantage de soutien, mais en contact avec les élèves du pays. Est-ce qu'il ne faut pas changer Nathalie Mons, est-ce qu'il ne faut pas dans certaines... Parce que j'imagine que la petite école, le petit collège qui est au centre-ville de Bordeaux va pas connaître, par exemple, sur des fondamentaux qui sont l'apprentissage du français, les mêmes difficultés qu'un collège qui est au cœur de la Seine-Saint-Denis, où il y a 112 nationalités, et où sur la seule question de la maîtrise de la langue du français, il y aura là des problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas adapter les apprentissages, Nathalie Mons, pour justement pondérer ce qui semble être aujourd'hui des écarts de niveau qui sont inquiétants? Non, ça c'est une fausse proposition. C'est-à-dire que d'adapter les objectifs aux apprentissages, élèves, d'avoir finalement des objectifs d'apprentissage différenciés selon les élèves, ça conduit tout simplement à davantage d'inégalités. Par contre, vous avez tout à fait raison, il faut être conscient que les publics scolaires accueillis sont différents, et donc il faut envoyer dans ces établissements des enseignants qui sont en capacité, parce qu'ils ont été formés, de pouvoir répondre aux problèmes, et tout en ayant des objectifs qui sont communs pour tous. Donc l'idée, c'est bien celle de conserver, contrairement à ce que j'ai dit avant, un collège unique, c'est-à-dire qu'on peut quand même penser en France, on est dans une démocratie, que l'ensemble des élèves à 15 ans doivent avoir un bagage culturel minimum, et que le pays s'engage pour donner les mêmes chances, les mêmes soutiens à tous ces élèves. Et ça, je pense que c'est tout à fait important. Même si après, on a des modalités d'apprentissage différentes. Mais les objectifs qu'ils restent communs, c'est une des bases évidemment de l'égalité dans notre école. Et les parents dans tout ça, on en parle dans une petite seconde. Juste, Camille, je voudrais faire un détour par le Brunet-Métry. Oui, vous êtes maintenant presque 6 sur 10 à penser comme toi, Eric, que les parents sont les premiers responsables de ces mauvais résultats de l'étude PISA. Vous continuez de voter. C'est sec, hein. C'est un peu abrupt aujourd'hui, mais j'aime bien. C'est un peu abrupt comme Brunet-Métry. Hein. C'est un peu radical, mais voilà, appelons un chat un chat. À tout de suite. RMC, carrément Brunet. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, tout le temps.
Les messages, Camille. Je vais commencer par Arietta qui nous dit bonjour Monsieur Brunet. Alors moi, mes 2 parents sont d'origine albanaise. Je suis une fille d'immigrés. Ma mère n'a jamais travaillé. Elle a sacrifié sa vie à ses enfants. Et elle ne savait pas vraiment d'ailleurs parler correctement français. Mon père était ouvrier, il bossait comme tout le monde. Cependant, il y avait une rigueur, une éducation, une base qu'ils nous ont inculquée et merveilleusement. Même s'ils ne pouvaient pas nous aider à résoudre des problèmes de maths ou alors nous faire une dictée, ils nous ont transmis l'importance de bien travailler à l'école pour évoluer. Du coup, mes frères sont tous 2 à New York dans la finance et ont de très très bons postes. Ma sœur, elle aussi a réussi en banque de détail et moi-même, je suis responsable commercial. J'espère inculquer cela à mes enfants. Donc oui, l'éducation des parents, c'est l'essentiel. Donner l'envie aux enfants de réussir. Merci pour votre émission, nous dit Arietta. Partoutatis, lui, nous a écrit un message pour nous dire qu'il n'était pas d'accord. Il nous dit « Je vote non, même si des parents ne sont pas à la hauteur. Car pour moi, c'est d'abord un échec politique. Nos élites nous ont imposé l'école unique, qu'ils ont nivelée par le bas. L'idéologie du bac pour tous, le mépris du technique, le fait de surnoter les élèves en baissant dans le même temps le niveau des examens. Oh, c'est vrai ça. Je ne m'étalerai pas sur la transmission des savoirs qui a été remplacée par une pédagogie catastrophique de bobos. Bref, en tout cas, Partoutatis a voté pas d'accord. On a un message, lui, de Khalil qui nous dit « Alors moi, mes parents ont eu 10 enfants et sont marocains. Mon père était simple employé. L'éducation de mes parents ont permis à mes frères et sœurs d'avoir un métier, à savoir un comptable, un entrepreneur à Shanghai, une professeure en économie, une avocate, un menuisier, une secrétaire trilingue en Allemagne, une chargée de clientèle, une employée dans la fonction publique, en somme, qui veut étudier, étudiera, tout simplement, nous dit Khalil. Voilà, vous continuez de voter sur rmc.fr et par SMS, oui ou non, au 6 10 71. Appelez RMC au 32 16, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Réagissez en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Et oui, le jeu de Noël, les résultats, je vous les donnerai, les gagnants, je vous les donnerai, vous continuez à jouer encore pendant 10 minutes, je vous les donnerai juste avant 14h. On parle du classement PISA, vous savez, ce classement qui évalue les différents systèmes d'éducation. L'élève de 15 ans dans 61 pays, voilà. Où en est-il cet élève de 15 ans ? 61 pays et 4 grandes conurbations, 4 grandes villes comme par exemple Shanghai. Et à cette occasion, il me semble qu'on pourrait désigner pour une fois les parents comme des responsables importants du délitement français. On n'en parle pas souvent des parents. Éric Ciotti, comment on pourrait les rendre plus responsables ? C'est compliqué en même temps, hein, de responsabiliser les parents dans un pays de 65 millions d'habitants. Je crois qu'il faut responsabiliser toutes les institutions et l'autorité familiale et restaurer l'autorité familiale. Il faut plus de responsabilité. Tout à l'heure, votre auditeur rappelait le modèle de ces parents qui enseignaient des valeurs, des repères. Moi, je crois beaucoup à ces notions de repères. Il faut redonner des repères à la jeunesse. Il faut que les parents le fassent. Il faut que l'école le fasse. Et j'entendais aussi ce message qui dénonçait cette vision égalitariste où tout le monde doit être sous le même moule. Ce modèle que défendait tout à l'heure la sociologue. Voilà, c'est un modèle qui a échoué. Il faut qu'il y ait chaque réponse doit être adaptée à la situation des enfants. On ne peut pas les mettre tous sous le même moule et il faut arrêter avec cette idée qu'il faut travailler moins, que les enfants doivent travailler moins, qu'il faut laisser leur expression s'exprimer. Non, il faut leur redonner des repères et c'est le rôle d'une société d'adultes de donner des repères aux enfants. Il faut que les parents le fassent, il faut que l'école de la République le fasse et qu'elle le fasse beaucoup mieux. Finalement, qu'elle revienne avec ses fondamentaux, qu'elle renoue avec ses fondamentaux. L'école française a été la meilleure du monde pendant des siècles, pendant des décennies, en tout cas depuis la Troisième République. Et aujourd'hui, elle est en train un peu, sous le coup de ces idéologies égalitaristes, de perdre cette spécificité. Éric Ciotti, pas qu'un peu, elle est pas un peu. Allez, beaucoup, vous avez raison. On est devenu une école moyenne dans l'équation mondiale. On est devenu une école moyenne dans ce classement et ça, ce n'est pas acceptable. On est encore la 5e puissance au monde, qu'on soit classé à la 25e place en termes d'école, c'est inquiétant pour aujourd'hui, mais c'est surtout inquiétant pour demain, parce que ça annonce le décrochage, le déclin. Et on voit bien que notre pays est en train de décrocher, et si l'école de la République,
celle qui porte l'espoir de toute une génération décroche. C'est très grave pour notre pays. Donc je crois qu'il faut se ressaisir, et il faut se ressaisir en se raccrochant finalement à des repères qui ont toujours fonctionné. Moi je crois en l'autorité du maître, l'autorité parentale, je crois en la discipline, je crois à la nécessité de renouer avec les apprentissages qui servent à quelque chose. Arrêtons avec ces visions. Alors, Nathalie Mons. Oui. Merci Eric Ciotti. Nathalie Mons, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée d'ailleurs. Nathalie Mons, oui, j'imagine que ce projet pédagogique, c'est pas celui auquel vous rêvez, le retour de l'autorité. Mais justement, est-ce qu'il faut peut-être pas changer un peu de discours vis-à-vis des parents, parce qu'on victimise tout le temps. Est-ce qu'on peut pas leur dire aux parents, soyez plus responsables, quoi. Il est important que vous nous ameniez un enfant à l'école qui est dans une situation qui va en faire finalement un élève soucieux d'apprendre. Je crois que les parents, il faut leur tendre la main. Alors les parents qui sont issus de milieux favorisés, il n'y a pas tellement besoin de leur tendre la main, puisque ils ont depuis très longtemps envahi l'école pour expliquer comment ils souhaitaient que leurs enfants apprennent. La difficulté, évidemment, c'est d'amener dans l'école et d'amener dans ces rendez-vous justement parents-enseignants des familles qui sont issues de familles de milieux défavorisés et qui parfois ont un très mauvais souvenir de l'école et n'osent pas venir vers l'école. Donc c'est ça qui est aujourd'hui extrêmement important. Il faut développer des dispositifs qui vont vers ces familles de façon à ce qu'un dialogue puisse s'établir entre les familles. Alors après, il serait évidemment naïf de penser que toutes les familles sont à égalité dans l'aide qu'elles peuvent apporter à leurs enfants. Toutes les familles n'ont pas les mêmes moyens pour payer des cours privés, ça vous vous en doutez, et toutes les familles ne sont pas non plus équipées intellectuellement de la même façon. C'est-à-dire que vous le décriviez très bien, une famille peut très bien aider et voir si l'enfant fait ses devoirs. C'est-à-dire, est-ce qu'il a écrit quelque chose sur son cahier? Mais est-ce que ce qui est écrit sur son cahier est bon et répond à la question? Ça demande un certain niveau d'éducation. Une question très simple, hein, d'après vous, si vous devez suivre votre enfant qui suit des cours de chinois, vous, Monsieur Brunet, vous pensez que vous allez être avantagé par rapport à un parent qui aura passé 10 ans en Chine? Non. Non, voilà. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, quand on est d'un milieu défavorisé, on peut juste voir que, oui, on a vu son enfant derrière son bureau faire son travail, mais voir si il y a un problème, lui expliquer des règles qu'il n'a peut-être pas compris, ça, on n'est pas toujours en capacité de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Merci beaucoup Nathalie Mons. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Nathalie Mons, professeure donc de sociologie à Cergy-Pontoise, et c'est qui a remis en octobre dernier le rapport sur la réforme de l'école à François Hollande. Pardon, il y a Cindy qui attend. On peut pas la prendre, Cindy. Non, on me fait signe. Il faut que je respecte le temps. Mon Dieu, elle attend. Qu'est-ce qu'on va lui remettre? Il faut qu'elle vienne me voir pour que je m'excuse ici dans l'émission. Cindy qui attend depuis une demi-heure au 32-16 pour passer dans l'émission. Je suis désolé. J'ai envie de pleurer, Cindy. Bon, et comme il est 13h57, voilà, Camille me fait un signe. Et c'est pas mal non plus. On va jouer et puis on va décerner des cadeaux, Camille. Le grand Noël RMC avec Ubaldi.com. Voilà, vous êtes trois, Kamel, Ernest et Pascal. Bonjour Kamel, Ernest et Pascal. Bonjour. Allez, on commence avec Kamel, il a 34 ans, il m'appelle de la Marne où il est chauffeur poids lourd. Bonjour Kamel. Bonjour Eric, ça va? Pleine forme, ravi, j'ai adoré cette émission. Moi je sais pas si vous l'avez aimé vous, mais j'étais très bien. Parfaite. Qui est-ce que vous choisissez pour vous remettre un cadeau? Alain Marchal. Eh bien, mon cher Kamel, je dois vous dire qu'Alain Marchal vous fait gagner un lecteur Blu-ray. Lecteur Blu-ray pour vous. Ouais, merci RMC. Bonne journée, Kamel. Ernest, bonjour. Bonjour. D'où m'appelez-vous, mon cher Ernest? Vous choisissez vous-même, Eric. J'ai pas entendu d'où vous étiez. Je suis Ernest à Lyon. Ah, à Lyon, voilà. Mon cher Ernest, quel âge avez-vous, mon cher Ernest? 83 ans. 83 ans. Eh bien, mon cher Ernest, je vous annonce... vous m'avez dit que vous m'avez choisi moi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Eh bien, voilà. Donc, je vous fais gagner une télé Full HD de 117 cm, mon cher Ernest. C'est parfait, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, Ernest, dans le Rhône. Au revoir. Et Pascal, 46 ans. Bonjour, Pascal. Bonjour, Eric. Vous êtes où?
Gaillac, dans le Tarn. Ah, Gaillac, dans le Tarn. Eh bien, mon cher Pascal, qui choisissez-vous? À mon avis, ça va être un sportif, un rugbyman. Un rugbyman, Vincent Moscato. Eh ben voilà, tiens, voilà. Moscato vous fait gagner, mon cher Pascal, un ordinateur portable. Voilà. C'est pas vrai. Eh ben voilà. Voilà. Il part pour Gaillac dans l'après-midi. Merci beaucoup, Eric. Salut, Pascal. Camille, résultat final du Brunet Maîtrise, ça a beaucoup voté. Hein. Vous êtes finalement 61% à penser comme toi, Eric, que les parents sont les premiers responsables de ces mauvais résultats, des mauvais résultats du classement PISA. Dans un instant, Brigitte Lahaie.